Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Jean-Marc Ménard et Margot Leclerc de l'INRA, qui vont nous présenter 2 démarches multi-acteurs pour innover à l'échelle du territoire. Donc, je me présente, je suis Amélie Carrière, je travaille chez Arvalis et j'anime le programme d'activité sur l'agriculture biologique pour Arvalis. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du programme Synergie Bio-Non-Bio, qui est un programme du PNDAR, un programme inter-institut qui est piloté par l'ACTA et l'ITAB. L'objectif de ce programme, c'est vraiment de renforcer les collaborations entre les instituts techniques sur la production et la valorisation de références en agriculture biologique, de favoriser les synergies entre les connaissances produites dans les modes de production bio et non bio, mais également d'améliorer la visibilité des références produites par les instituts techniques. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Caroline pour vous présenter le programme d'aujourd'hui. Bonjour à tous, merci d'assister à ce second webinaire. Alors, on est ensemble jusqu'à 15h30. Comme l'a dit Amélie, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir 2 intervenants qui vont nous parler. Alors, on aura d'abord Jean-Marc Ménard de l'INRAE qui nous présentera la démarche du diagnostic socio-technique, qui est une méthode qui permet d'identifier les freins et les leviers socio-techniques au processus d'innovation dans les systèmes agroalimentaires. Donc, il y aura sa présentation d'une trentaine de minutes, suivie d'un temps de questions-réponses. Et ensuite, après cette présentation, on aura l'intervention de Margot Leclerc de l'INRAE également, qui nous présentera comment accompagner la conception et la conduite de projets multi-acteurs pour la transition agroécologique dans les territoires. Et avec un exemple concret, à savoir le guide méthodologique qui a été construit dans le cadre du projet Divers Impacts et voilà, qui vise effectivement à accompagner cette transition et cette conduite de projet multi-acteurs. Donc un grand merci à tous les deux d'avance. Et puis, je vais laisser la parole du coup à Jean-Marc pour démarrer sur sa présentation. Alors, je vais arrêter mon portable et c'est bon, super. Merci. Merci à toutes de votre invitation. Donc j'ai un peu raccourci le titre, mais c'est le même sens que ce qui était sur la diapo précédente, comprendre les systèmes sociotechniques pour gérer le processus d'innovation. Et donc voilà, merci. Dans un premier temps, peut-être situer un peu ce que c'est que ce concept de système sociotechnique dont on ne parlait pas il y a encore une dizaine d'années, dont on parle de plus en plus. Dans les systèmes agroalimentaires et dans les territoires, les problèmes à résoudre sont souvent complexes, souvent multidimensionnels. Et leur résolution va nécessiter d'impliquer une diversité d'acteurs. Et donc, quand on va faire de l'innovation, quand on va chercher à développer de nouvelles techniques, il va falloir bien comprendre comment ça se passe entre ces différents acteurs. L'approche par les fonctionnements d'exploitation pour connaître les freins et les leviers à l'innovation, c'est quelque chose qui est assez classique. Ça fait déjà assez longtemps que c'est pratiqué, avec des freins à l'innovation qui sont du type de l'organisation du travail, du matériel disponible, du foncier disponible, qui font que certains agriculteurs ne peuvent pas adopter certaines innovations, qui pourtant leur seraient intéressantes du point de vue de leur système de culture. Donc ça, c'est des choses qui sont classiques. Et ce travail à l'échelle de l'exploitation, il ne suffit pas. Pour innover et pour aider à la conception, on a besoin de changer d'échelle. On a besoin aussi de changer de base conceptuelle. Et ça, je vais essayer de le montrer, non pas en essayant de vous apprendre à faire un diagnostic sociotechnique, je pense qu'en une demi-heure, ce serait un peu court, il faudrait peut-être plutôt une journée, mais en vous montrant dans 2 cas, dans 2 exemples, à quoi le diagnostic sociotechnique peut servir et ce qu'il nous a apporté dans des démarches. Sachant qu'il y a d'autres exemples, que j'ai choisi cela essentiellement parce que c'est des exemples auxquels j'ai participé, ou je participe encore, et donc que je connais plutôt mieux que d'autres. Donc, le premier exemple, c'est la diversification des espèces, et le deuxième exemple, c'est la réduction des pesticides.
Alors, c'est quoi un système sociotechnique, ce machin dont on va parler? L'idée de base, c'est que les acteurs qui conçoivent, qui développent, qui diffusent des innovations, ils ne sont pas isolés. Ils opèrent dans ce qu'on appelle un système sociotechnique, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs en réseau qui partagent des pratiques, qui partagent des savoirs, qui partagent des technologies, qui partagent des objectifs, des grands objectifs stratégiques, qui partagent des représentations collectives, des normes, des règles. Vous voyez tout de suite que c'est un concept qui est très, très pluridisciplinaire, puisque les pratiques, les savoirs, on va en parler en tant qu'agronome ou zootechnicien, les représentations collectives, les normes, les règles, c'est plutôt du domaine de la sociologie. Ce qui est important justement dans ce système sociotechnique et qui va conditionner l'utilisation qu'on va faire de ce concept, c'est qu'un système sociotechnique, il est configuré par les innovations qui y ont diffusé et inversement, il va configurer les innovations, les nouvelles innovations. Avec l'idée sur laquelle on reviendra tout à l'heure, des rendements croissants d'adoption, l'idée que plus une technologie est adoptée par les acteurs d'un système sociotechnique, plus cette technologie devient attractive et performante. Avec des tas d'effets, des tas de raisons derrière. Les effets de réseau, c'est-à-dire le fait que les gens qui sont dans un réseau, dans un système sociotechnique, ils se connaissent, ils échangent de l'information, et donc ils échangent des techniques. Des effets d'apprentissage. Quelqu'un qui a appris à se servir d'une technique, il est plus réticent à changer, à en adopter une autre, sauf si vraiment elle lui apporte énormément. Les économies d'échelle. Les économies d'échelle, c'est également une raison de rendement croissant d'adoption, puisque plus une technique est adoptée, moins elle va coûter cher avec les économies d'échelle. Les représentations collectives, les synergies avec d'autres technologies. On verra ça pour les pesticides, par exemple. Les synergies entre le pesticide et les variétés hyperproductives très sensibles aux maladies, c'est quelque chose qui a joué historiquement un rôle très important. La suivante, s'il te plaît. En retour, le système sociotechnique va configurer le futur processus d'innovation. Il va favoriser certaines technologies, il va bloquer d'autres innovations. C'est ce qu'on appelle le verrouillage sociotechnique ou les phénomènes de dépendance au sentier. Et en fait, la transition, c'est tout simplement un changement de système sociotechnique, c'est-à-dire un changement coordonné de pratiques, de savoirs, de technologies, de stratégies, de représentation collective, de normes, de règles. Alors, ça, c'est très abstrait. On va passer au concret dans une ou deux diapos. D'abord, pourquoi analyser un système sociotechnique? Parce que le système sociotechnique, c'est le cadre, comme je viens de le dire, qui influence le processus d'innovation. Il opère comme un filtre qui sélectionne les innovations qui sont compatibles avec lui et tend à écarter les autres. Donc, analyser un système sociotechnique, c'est identifier les facteurs techniques, cognitifs, économiques, politiques, sociaux qui permettent de décrire une situation et d'identifier les freins et les leviers au processus d'innovation dans les systèmes agroalimentaires ou les territoires. On a tout un tas l'entonnoir, là représente, il y a tout un tas d'innovations potentielles qui pourraient être soit transposées d'ailleurs, soit conçues dans un milieu donné, et il n'y en a qu'une partie d'entre elles qui sont compatibles avec le système sociotechnique, et seules celles-là ont des chances, sauf si on arrive à changer le système sociotechnique, mais vous allez voir, ce n'est pas évident. La suivante, s'il te plaît. Donc, dans quel but analyser un système sociotechnique? En vue de conduire un processus d'innovation, on va chercher d'abord à comprendre quels sont les acteurs qui contribuent à l'innovation ou au contraire qui la freinent. Et ce n'est pas forcément délibéré, hein, c'est tout simplement que leurs intérêts à court terme ne sont pas de contribuer à l'innovation, mais plutôt de contribuer à d'autres. Donc, on va cartographier un réseau d'acteurs favorables ou réticents à l'innovation, on va caractériser leurs pratiques et leurs représentations en lien avec l'innovation. Et puis, on va aussi se servir de l'analyse du système sociotechnique pour identifier les freins et les leviers à l'émergence et au déploiement de l'innovation. Identifier d'abord les domaines d'innovation favorisés par le système sociotechnique, mais identifier aussi les domaines d'innovation qui sont défavorisés, ces fameux verrouillages, qui sont des freins interdépendants, et identifier les voies de déverrouillage, c'est-à-dire des leviers interdépendants. Et donc, on va faire une analyse et une réflexion stratégique pour imaginer des actions collectives favorables à l'innovation. La suivante, s'il te plaît. Alors, le premier exemple, je passe maintenant au résultat concret. Le premier exemple, c'est une étude sur la diversification des cultures qu'on a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années avec des collègues agronomes et économistes
et qui se poursuit actuellement. Alors, je vous montrerai quelques résultats plus anciens, quelques résultats récents. C'est la mise en lumière d'un verrouillage sociotechnique autour des espèces majeures. En fait, depuis 40 ans et même un peu plus, on assiste à une spécialisation croissante en grande culture autour de quelques grandes espèces, le blé, le colza, le maïs, dans le sud le tournesol, avec une augmentation de la fréquence des rotations courtes. Vous avez illustré cette augmentation de la fréquence des rotations courtes par l'augmentation entre 1980 et 2010, d'après les recensements généraux d'agriculture, des rotations colza-blé. Et puis, à côté, pour 17% sur la carte, pour 17% des surfaces en blé tendre, le blé suit un autre blé en 2009, ça a un peu augmenté depuis. On a donc des rotations qui sont relativement courtes, avec tous les problèmes que ça peut poser en termes d'utilisation importante de pesticides, d'impact sur la biodiversité et le plafonnement des rendements, qui est, entre autres, qui n'est pas lié qu'à ces rotations courtes, mais qui est en partie lié. La suivante. Alors, on a mis en évidence un verrouillage sociotechnique autour des espèces majeures, avec donc, comme je vous l'ai dit, de nombreux freins interconnectés au développement des espèces mineures. Alors, le fait que ces freins soient nombreux, ça pose déjà un problème, mais le fait qu'ils soient interconnectés, ça va compliquer encore le fait d'en sortir. Alors, j'explique ces freins interconnectés au niveau de différents acteurs, les acteurs de la sélection, ceux de la production, ceux de la collecte, ceux de la transformation, ceux de la distribution et de la consommation. Si vous voulez, on pourra y revenir parce que je ne vais pas détailler ça. Au niveau de la sélection, premier frein pour le développement des espèces mineures, c'est le faible investissement des sélectionneurs sur les espèces mineures. On comprend bien pourquoi. La vente de semences est beaucoup plus importante sur les espèces majeures. Ils sélectionnent certaines espèces mineures, mais assez peu, et il y a de toute façon beaucoup moins de moyens de sélection qui sont mis dessus. Au niveau de la production, les agriculteurs manquent de références sur les performances et sur les effets précédents des cultures de diversification des espèces mineures, et les organismes de recherche-développement, par exemple les instituts techniques ou la recherche agronomique, n'élaborent pas ces références, qui a quand même une grande tendance à travailler avant tout sur les cultures principales. Au niveau de la collecte, la logistique est plus complexe s'il y a plus d'espèces collectées, ce qui n'incite pas à collecter des espèces mineures. Et même si ça se fait, c'est en général peu d'espèces mineures collectées par entreprise de collecte. Au niveau de la transformation, les coûts de transaction sont plus élevés sur les espèces mineures. Et au niveau de la distribution et de la consommation, l'intérêt environnemental des espèces mineures et de la diversification n'est pas perçu. La suivante. Donc, vous avez tout un tas d'obstacles qui sont aux différents niveaux de la filière et auxquels s'ajoutent des obstacles qui sont liés à l'ensemble, à la circulation de l'information et des incitations, coordination entre les acteurs des filières. On a constaté dans l'étude qu'on a conduite que c'était une cause fréquente de l'échec de la construction de nouvelles filières et que la circulation de l'information et des incitations qui est nécessaire pour développer une filière, ça circule beaucoup plus mal dans une petite filière où les gens ne se connaissent pas ou se connaissent mal que dans une grande filière où ils sont habitués à travailler ensemble tous les ans sur des quantités relativement importantes. La suivante. Donc, c'est le verrouillage, on va voir, c'est ce que je viens de présenter, je vais le dire sous une autre forme, le monde agricole, son amont, son aval, et le dispositif de recherche et développement agricole, dans lequel je mets aussi bien vos instituts que le mien, se sont organisés autour des grandes espèces. Avec des mécanismes d'auto-renforcement interconnectés qui freinent le développement des espèces mineures. J'explique. Si on part de petites surfaces, il y a peu de sélection, il y a des coûts de logistique et de transaction élevés, des références agronomiques qui sont rares, donc une rentabilité diminuée, et finalement, on tend plutôt vers une diminution de la surface, puisque ces espèces mineures, elles sont moins intéressantes économiquement que les espèces majeures, qui, elles, sont sur de grandes surfaces, donc bénéficient d'un progrès génétique, d'innovation en protection des plantes, en technologie de transformation, qui bénéficient de références agronomiques nombreuses et qui ont une compétitivité qui est renforcée. Donc, le verrouillage sociotechnique, c'est ces mécanismes d'auto-renforcement interconnectés qui font qu'à court terme, tout le monde a intérêt à continuer comme on faisait avant et que seulement les innovations qui sont cohérentes avec les manières de faire d'avant ont de l'avenir. La suivante, s'il te plaît. La suivante.
Donc le processus de verrouillage, on ne l'a pas inventé en agriculture, hein, c'est quelque chose qui date des années 80, qui a été mis en évidence d'abord sur les claviers de machines à écrire QWERTY, et qui ensuite a été appliqué à tout un tas d'autres processus. Et en fait, des verrouillages, il y en a partout dans le monde, pas seulement dans le monde agronomique. C'est quand une technologie A peut être adoptée de façon durable, voire irréversible par la plupart des acteurs d'un système, même s'il apparaît une technologie B qui serait plus efficace et plus intéressante. On va buter sur ces rendements croissants d'adoption que j'ai évoqués tout à l'heure, et l'un des auteurs qui a inventé les notions de verrouillage et de système sociotechnique écrivait en 1994 « Une technologie n'est pas choisie parce qu'elle est la meilleure, et elle devient la meilleure parce qu'elle a été choisie à cause de ses rendements croissants d'adoption. » Alors, conséquence, dans un système sociotechnique verrouillé, seules les innovations qui ne remettent pas en cause les stratégies des acteurs, leur réseau, leur savoir, leurs normes ont une chance de se développer. La dépendance au sentier que j'ai évoquée. Deuxièmement, le verrouillage est systémique. Il ne faut pas chercher un bouc émissaire, personne ne verrouille. Tous les acteurs sont solidairement responsables parce que chacun voit son intérêt à court terme à continuer comme avant. En améliorant évidemment les processus, mais sans changer fondamentalement les technologies et le système sociotechnique. En fait, il faut voir le verrouillage comme le résultat de choix passés qui se sont renforcés au cours du temps. Les acteurs se sont très bien coordonnés, les technologies dominantes ont été de plus en plus performantes, le coût du changement est élevé, et c'est quand on change de jeu d'objectifs qu'on s'aperçoit que le système il a du mal à bouger, et c'est là qu'on va parler de verrouillage. Et on va parler maintenant des pesticides. Dans les années 80-90, il y avait bien quelques personnes qui disaient que les pesticides, ça pouvait causer des problèmes, mais tout le monde s'est organisé autour des pesticides parce que les intérêts étaient perçus comme beaucoup plus forts que les problèmes. Aujourd'hui, il y a un mot d'ordre collectif, aussi bien venant de la société que de l'Europe ou du gouvernement, de réduire les pesticides. C'est là qu'on s'aperçoit que le système est verrouillé et qu'il est verrouillé autour des pesticides. Donc ça, c'est mon deuxième exemple. Pour réduire l'usage des pesticides, on a des tas de solutions techniques qui existent. Il y en a pour les grandes cultures, il y en a un certain nombre qui sont listés là. On pourrait compléter, mais ça va des outils d'aide à la décision pour mieux positionner les traitements, le BSV, les variétés résistantes aux maladies, le désherbage mécanique, la lutte biologique, le biocontrôle, les mélanges de variétés, les associations plurispécifiques, les itinéraires techniques de base intrants pour différentes espèces, les successions diversifiées pour maîtriser les adventices et améliorer la santé des sols, les aménagements paysagers pour la lutte biologique par conservation, etc., etc. La suivante. Le problème, c'est que la diffusion de solutions alternatives, de la plupart des solutions alternatives de cette diapo, va buter sur l'organisation des stratégies et des acteurs d'amont et d'aval. Les outils d'aide à la décision pour mieux raisonner les pesticides, ceux-là, ils sont totalement cohérents avec le système sociotechnique des pesticides, marqué par les pesticides. Par contre, il y en a d'autres qui sont plus... Ça rappe plus. Par exemple, les mélanges de variétés de blé butent sur le fait qu'il y a une préférence de beaucoup de meuniers, ça évolue, mais ça reste encore dominant, pour les lots de variétés pures, et qui souhaitent que leurs fournisseurs, les collecteurs, collectent des variétés pures et donc ne fassent pas trop la promotion des mélanges de variétés. Les associations d'espèces, ça marche bien pour réduire les pesticides et même pour réduire la fertilisation azotée quand on associe une légumineuse et une céréale, mais ça suppose d'être trié après la récolte, ça se récolte assez bien. Aujourd'hui, les moissonneuses sont suffisamment perfectionnées pour éviter la casse des grains, mais le tri n'est pas organisé, et organiser le tri, ça a un coût, et voilà, c'est pas fait, donc on ne fait pas d'association d'espèces, sauf chez les éleveurs et en agriculture biologique. Conduire du blé bas intrant, c'est quelque chose qui est tout à fait possible en réduisant pas mal les niveaux de fongicides, d'insecticides, de régulateurs de croissance. Ça bute sur la réticence des collecteurs vis-à-vis d'une réduction de volume. Il faut remplir les silos. Les variétés de pommes de terre résistantes au mildiou, je ne vais pas détailler, vous savez, le nombre de traitements très importants qui sont faits sur pommes de terre, même quand ils sont raisonnés au plus juste. Changer de variété en prenant des variétés résistantes au mildiou, ça nécessiterait souvent des changements de procédés de transformation que n'ont pas intérêt à faire les transformateurs, au moins à court terme. L'organisation des paysages pour favoriser les auxiliaires ou la gestion de la durabilité des résistances,
ça bute sur le fait que personne ne considère avoir la légitimité pour organiser des méthodes de lutte au niveau des territoires, pour organiser les autres. Enfin, l'allongement des rotations pour réduire l'usage des herbicides, ça bute sur le fait que les petites filières sont de taille réduite et qu'il n'y a pas de débouchés ou peu de débouchés. Donc vous voyez, si on prend, j'aurais pu doubler le nombre sans difficulté en piochant dans la liste à côté, vous voyez des freins nombreux à la diffusion des solutions alternatives aux pesticides qui sont caractéristiques d'un verrouillage sociotechnique autour des pesticides. Alors, je répète, hein, ce n'est pas de la mauvaise volonté de l'un ou l'autre, c'est tout simplement que les intérêts à court terme, étant donné la manière dont les gens se sont organisés dans le passé, à un moment où les pesticides n'étaient pas considérés, la réduction des pesticides n'était pas considérée comme une priorité, ben les gens se sont organisés autour des autres solutions, et donc il n'y a pas beaucoup de place pour celle-là, dès lors qu'elle dérange un peu une partie des acteurs. La suivante. Alors, la difficulté de ce verrouillage, c'est qu'il est non seulement multi-technique, comme on vient de le voir sur les diapos précédentes, mais en plus, il est multidimensionnel. Il est économique, il est social, il est cognitif, il est culturel, il est réglementaire. Économique, on a vu le coût de la collecte et du tri des espèces associées, par exemple, qui fait que les cultures associées se développent très peu, très lentement en agriculture conventionnelle. J'aurais pu citer aussi l'amortissement des installations industrielles qui est invoqué pour justifier une spécialisation régionale, et à juste titre, hein, et le rejet de solutions techniques qui pourraient entraîner une réduction de la production qui ne permet plus d'amortir les silos ou les installations industrielles. Ça, le niveau économique, on l'avait déjà abordé. Le niveau social, on n'en a pas encore parlé vraiment, du premier point, c'est cette asymétrie des risques pour les conseillers, qu'on connaît tous. Quand un conseiller a aidé un agriculteur à décider « je traite pas », ben c'est clair que l'option « ne pas traiter alors que ça risque d'être nécessaire », c'est une option pour le conseiller qui est beaucoup plus risquée que de dire « traiter alors que je sais que ça risque de ne pas être nécessaire ». Parce que le conseiller va être la maladie, par exemple, qu'on aurait contrôlée avec le fongicide. Ben, si on n'a pas traité et que la maladie arrive, ça se voit. Si on a traité, ça ne se voit pas qu'on avait eu tort de traiter. La gestion individuelle des systèmes de culture, alors que de nombreuses solutions sont collectives, je l'ai évoqué tout à l'heure. Le cognitif, c'est la familiarité avec les solutions simples, du type un problème, un intrant, dans lequel on est très largement dans l'agriculture française aujourd'hui encore, malgré tous les discours et tout l'intérêt qui se développe dans tout un tas d'organismes sur l'agroécologie. Ça n'incite pas à s'approprier les méthodes agronomiques préventives et les méthodes agroécologiques qui sont vécues comme plus complexes et plus hasardeuses. Au niveau culturel, c'est le prestige du rendement élevé qu'on va mettre en avant, l'image du beau champ vert et homogène, ou du beau fruit, sans défaut sur l'épiderme. Je ne sais pas faire des fruits sans aucun défaut, sans un minimum d'insecticides qui empêchent un certain nombre d'insectes de dégrader au moins l'aspect extérieur des fruits. Puis les réglementaires. Pensez à ce qui s'est passé pour les mélanges de variétés de blé jusqu'il n'y a pas longtemps, où enfin ils ont été les semences de variétés en mélange ont été enfin autorisées à la vente, mais il est réglementaire aussi, par exemple, sur les fruits et les défauts sur l'épiderme, les catégories 1, 2, extra 1, 2. La suivante, s'il vous plaît. Alors, ces deux exemples que j'ai traités extrêmement rapidement et de manière parfois un peu caricaturale, ça nous amène à comment surmonter ce verrouillage et comment se dire comment on peut innover dans un monde sociotechnique qui est quand même très largement conservateur. Alors, il y a des travaux internationaux, en particulier menés par des Hollandais, qui ont travaillé, non pas au départ sur l'agriculture, mais qui ont plus travaillé sur les déverrouillages au niveau énergétique ou au niveau du déplacement, de la mobilité, et qui ont montré qu'en fait, il y avait à côté de ce régime socio-technique verrouillé qui est représenté par l'hexagone au centre de l'image, avec les différents sommets de l'hexagone qui sont à peu près ceux que j'ai cités tout à l'heure. Il est écrit dessous, le régime socio-technique dominant est verrouillé par les réseaux d'acteurs et les mécanismes d'auto-renforcement. Il y a, quand on réfléchit au changement et au déverrouillage de ce régime socio-technique dominant, on fait appel à deux autres niveaux, d'où le nom d'approche multiniveau,
du système sociotechnique. C'est ce que les collègues hollandais appellent le paysage sociotechnique et d'autre part ce qu'ils appellent les niches d'innovation. Le paysage sociotechnique, c'est un contexte sociopolitique, économique, démographique, de ressources qui va configurer le régime. Et c'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure pour les pesticides, c'est parce que le régime est ce qu'il est aujourd'hui, le système sociotechnique dominant est ce qu'il est aujourd'hui, parce que le paysage, à un moment donné, était favorable à son émergence. Et puis les niches, c'est des petits réseaux d'acteurs qui se développent, qui font différemment des autres. Qui, parce qu'ils ont réussi à avoir une plus-value sur les produits, peuvent se permettre de faire des choses un peu différentes, d'être moins sûrs d'eux au niveau technique ou technologique, d'adopter d'autres technologies. L'agriculture biologique a longtemps été dans cette situation. Aujourd'hui, l'agriculture biologique évolue en relation avec l'augmentation dans la dernière décennie de ses surfaces. On y viendra. Mais je prendrai tout à l'heure un exemple d'une filière lin oléagineux qui vous montre également une filière, une niche d'innovation. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les 3 niveaux, le déverrouillage, c'est tout simplement le paysage sociotechnique qui exerce une pression sur le régime sociotechnique pour l'inciter à changer. Mais il ne changera, ce régime sociotechnique, que s'il y a des choses qui se passent aussi au niveau des niches, c'est-à-dire si l'une des niches, au moins, augmente suffisamment de volume, augmente de reconnaissance collective pour aller s'hybrider avec le régime sociotechnique. Et cette hybridation, plus la pression exercée par un paysage qui aura changé, va conduire à une évolution et un déverrouillage et à l'acceptation d'un certain nombre de solutions technologiques dans le système sociotechnique dominant. Donc, les changements du contexte exercent une pression sur le régime dominant qui favorise l'émergence de fenêtres d'opportunité pour la nouveauté et en même temps, les innovations de produits, de procédés et innovations organisationnelles en provenance des niches se diffusent et se standardisent en intégrant le système conventionnel qui alors se déverrouille. Et donc, un nouveau régime sociotechnique qui va se consolider par hybridation, qui dans un premier temps ne va pas être verrouillé, mais qui sera un jour verrouillé, sans doute, parce que le paysage sociotechnique change et qu'on va attendre du système sociotechnique dominant quelque chose de nouveau encore par rapport à ce qui était attendu avant. Suivante. Alors, déverrouiller, si je tire toutes les conséquences de ce que j'ai dit avant sur les systèmes sociotechniques, c'est premièrement que tout chemin, alors je vais prendre l'exemple de la diversification des cultures qui est infiniment plus simple que celui des pesticides. Tout chemin vers la diversification repose nécessairement sur la mobilisation simultanée et organisée de nombreux acteurs. J'insiste bien, simultanée et organisée. Et comme le verrouillage est systémique, le déverrouillage doit être systémique. Donc, c'est bien des actions coordonnées qui doivent être mises en place pour agir sur le système. Avec 2 grandes catégories d'actions coordonnées pour faire évoluer ce système sociotechnique dominant, ce régime. Jouer par le bas en favorisant le développement des niches d'innovation, c'est-à-dire en l'occurrence pour la diversification des cultures, de nouvelles filières, offrant des débouchés pour des cultures de diversification, mais en jouant aussi par le haut, en modifiant le paysage sociotechnique pour inciter le régime dominant à intégrer des filières de diversification. Alors, je vais avoir une diapo par le haut, une diapo par le bas. Comment surmonter ce verrouillage? Donc, par le haut, modifier le paysage sociotechnique pour inciter le système sociotechnique dominant à intégrer les filières de diversification. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il y a plusieurs voies. Il y a la voie de la contrainte qui, pour l'instant, n'a pas très bien marché. L'idée, c'était de susciter une diversification des cultures via les règlements de la PAC. On a eu, il y a une dizaine d'années, le volet diversification du verdissement de la PAC, dont on ne peut pas dire qu'il ait donné de grands résultats. L'intégration des légumineuses dans les surfaces d'intérêt écologique qui a fait flop aussi parce qu'il fallait que ces légumineuses ne soient pas traitées pour être dans les surfaces d'intérêt écologique. Nous pouvons espérer pour augmenter un peu la diversification des cultures en France et donc diminuer les pesticides et favoriser la biodiversité, que les écorégimes soient efficaces. C'est en tout cas l'un de leurs objectifs, de favoriser la diversification. On verra. On peut jouer aussi au niveau des valeurs et des savoirs. Et je retiens là, je ne vais pas le commenter plus, mais l'évolution des programmes de formation initiale dans le plan enseigné en produits autrement du ministère de l'Agriculture, qui contribue à changer les valeurs et donc peut faire évoluer le paysage. Et puis, dernier
les synergies entre des domaines d'action publique qui aujourd'hui sont vécus de manière extrêmement morcelée. Si on coordonnait mieux les politiques agricoles et environnementales, par exemple, il y aurait des marges de manœuvre. Par exemple, la construction de filières dans les aires d'alimentation de captage. Il y a des acteurs qui s'y sont collés aujourd'hui et il y a des espoirs intéressants. Coordonner les politiques agricoles, environnementales et nutritionnelles, c'est encore plus ambitieux. On en est plus loin. L'idée, par exemple, pourrait être de s'appuyer sur la transition nutritionnelle pour développer des surfaces en légumineuses, en légumes secs, qui pourraient contribuer à la diversification. Donc, c'est des idées qui sont aujourd'hui discutées dans un certain nombre d'organismes, je le sais. La suivante. Alors, par le bas, on va essayer de favoriser le développement de nouvelles filières qui offrent des débouchés pour les cultures de diversification. Et là, il y a plusieurs leviers à actionner simultanément. J'insiste bien sur le simultané. Donc, la suivante. Le levier des débouchés. Évidemment, il n'y a pas de nouvelles filières s'il n'y a pas de débouchés. L'idée, c'est de fonder la différenciation des produits issus des filières de diversification sur des qualités reconnues par le marché. Je donnerai un exemple sur la diapo suivante. Le levier de l'innovation technologique avec des variétés améliorées, des nouveaux systèmes de culture, des nouveaux procédés de transformation. Et enfin, le levier de la coordination des acteurs, favoriser l'interconnaissance, l'échange d'informations, le partage de la valeur. Pour ces deux leviers de la coordination des acteurs, c'est l'esprit dans lequel travaillent les pôles de compétitivité, par exemple, sauf que les pôles de compétitivité sont sur des productions majeures et non pas sur des productions mineures. J'illustre ça tout de suite sur le cas du lin oléagineux, qui est une culture qui se développe lentement, mais en tout cas qui est dans le cadre d'une niche d'innovation en construction. La suivante. Le levier des débouchés, c'est l'allégation santé sur laquelle repose la reconnaissance des produits animaux issus de consommation de lin par les animaux, donc l'enrichissement en acides gras oméga 3. Le levier de l'innovation technologique, c'est des nouvelles variétés de lin, c'est des nouveaux itinéraires techniques pour le lin, mis au point en particulier par Terra Innovia. Et puis, c'est ce qui est à la base de la filière, le brevet sur la thermo-extrusion pour l'alimentation du bétail, qui accroît la digestibilité des graines et qui est détenu par Valorex, acteur majeur de cette filière. Le levier de la coordination des acteurs, enfin, c'est une marque, Bleu Blanc Cœur, adossée à une association d'acteurs de la filière, incluant fabricants d'aliments du bétail, producteurs de lin, collecteurs, éleveurs, distributeurs, professionnels de santé, et qui contribue à gérer le supplément de valeur ajoutée, à le répartir entre les acteurs de la filière. La suivante, et je suis presque à la fin. Alors, comment surmonter ce verrouillage? Il y a un autre niveau que j'ai voulu aborder en une diapo, qui relève de travaux récents, la thèse d'Eva Revoiran. Au niveau des territoires, la diversification, c'est la construction de nouvelles filières, je viens d'en parler, et c'est aussi le développement d'organisations collectives interfilières. Et la comparaison internationale faite par Eva dans sa thèse, une comparaison entre la Vendée et, entre autres, les Marches en Italie. En Vendée, la diversification est dominée par des consortiums initiés et pilotés par Laval, en l'occurrence des grosses coopératives. Sur l'image, un cercle représente un consortium, la taille du cercle représentant le nombre d'espèces de diversification concernées. Donc la diversification se développe en Vendée sous l'impact d'acteurs majeurs de Laval. Les opérateurs dominants soutiennent donc la diversification. L'investissement de Laval dans les équipements, la logistique et la production de connaissances participe à ce soutien. Et c'est Laval qui sélectionne, qui encadre, qui accompagne les agriculteurs. Dans d'autres régions, comme par exemple les Marches, ça se passe de manière très différente, avec une diversification dominée par des consortiums initiés par des agriculteurs, beaucoup plus petits au bout du compte, parfois copilotés par Laval, mais souvent par les agriculteurs seuls. Les opérateurs dominants n'interviennent à ce moment-là pas dans la diversification, même s'il y en a aussi. Avec un investissement des agriculteurs dans la production de connaissances, puisqu'il n'y a pas Laval pour le faire, c'est les agriculteurs qui le font, sur les petites espèces, l'organisation des activités, etc. Et je n'arrive plus à lire parce qu'il y a l'onglet qui est dessus, et vous l'aurez lu. Je termine par la dernière diapo. Donc, j'espère avoir montré à quoi ça pouvait servir de comprendre le système sociotechnique pour savoir
ce qui est verrouillé, qui est impliqué dans le verrouillage, et pour percevoir des voies de déverrouillage. On a travaillé ces dernières années sur la base d'un certain nombre de diagnostics du système sociotechnique, d'analyse du système sociotechnique, avec un certain nombre de collègues de l'INRA, du CIRAD, d'AgroParisTech, sur une présentation de la démarche du diagnostic sociotechnique. Donc, je renvoie pour la présentation de la démarche, je renvoie ceux qui seront intéressés par approfondir à la présentation de la démarche, qui est dans un guide qui est disponible gratuitement sur le site du réseau IDEAS, et dont vous avez les références ici. Donc, dernière chose, si ça vous intéresse de vous lancer dans cette analyse-là, le réseau IDEAS peut assurer soit une formation approfondie à la démarche en 5 étapes, soit un appui méthodologique à discuter. Voilà, j'avais arrêté là, et on va passer aux questions, si je n'ai pas trop dépassé. Non, c'est parfait. Merci Jean-Marc. Donc, il y a une question dans le chat. Donc, la personne demande s'il y a des travaux de recherche pour faire bouger le réglementaire et le culturel en même temps. Je réponds à mesure. Oui. Travaux de recherche pour faire bouger le réglementaire, oui, il y en a. Il y en a, par exemple, je vous ai dit, sur les pesticides, le verrouillage est extrêmement complexe. Et donc, ça sera beaucoup plus difficile encore que pour la diversification des cultures de faire bouger les choses. Quand le plan Ecophyto a été mis en place, on commençait à travailler sur ces questions de verrouillage. C'était assez évident qu'en 10 ans, de 2008 à 2018, ça ne baisserait pas autant que l'espérait les ministères. Là, actuellement, il y a une thèse qui est en train de se terminer sur la construction des plans Ecophyto et la manière de déverrouiller, de se servir des plans Ecophyto pour déverrouiller. Donc la thèse sera soutenue, si les rapporteurs en sont d'accord, le 30 janvier. C'est Viviane Trèves, la doctorante. Donc ça, c'est voilà, c'est des exemples c'est un exemple de travail de recherche. Après, sur les aspects culturels, il y a des travaux de recherche aussi. Par exemple, les sociologues qui ont travaillé sur l'utilisation des pesticides ont touché aussi aux aspects culturels. Simplement, ils sont un peu moins développés que les travaux au niveau économique ou social. Mais on les rencontre quotidiennement, et même quelqu'un qui fait du conseil, ou un conseiller ou un ingénieur de développement rencontre ces différents niveaux constamment. Ok, merci. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous savez à quel point le diagnostic sociotechnique est utilisé aujourd'hui dans la résolution de problèmes? Est-ce que on fait appel à vous régulièrement pour résoudre ce genre de problématiques? Alors, ça ne résout pas le diagnostic Oui, sociotechnique. ça met en lumière. Ça met en lumière un certain nombre de problèmes auxquels il faut s'attaquer. Je disais tout à l'heure, le plan Ecophyto ne s'est pas attaqué à la question du verrouillage, a visé essentiellement les agriculteurs, sans considérer le fait que si les pesticides sont très utilisés et restent très utilisés, Il y a un petit souci de... Jean-Marc, moi, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si pour les autres, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil, oui. Donc, je pense que, ouais. Il a le micro ouvert. Hop. Jean-Marc, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si... Je pense qu'il ne nous entend pas non plus. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui, c'est un peu surprenant. Il a peut-être appuyé sur... Ah, là, il est... Ouais, non. Ouais, c'est moi qui l'ai désactivé. Il faudrait qu'il le réactive du coup. Ah oui. Oui. Mais ça...
Jean-Marc, vous nous entendez? Peut-être qu'il va se rendre compte. Bien. Bon, c'est dommage, ça avait l'air intéressant en plus sur sa réponse. Jean-Marc? On ne vous entend pas, Jean-Marc. Alors, c'est très je embêtant. le mets dans le chat, on ne sait jamais Ouais, s'il regarde. Mais j'ai peu d'espoir. Faites-lui des Bon. signes, sinon. Faites-lui. Je vais Le essayer. langage des signes. On ne vous entend pas, Jean-Marc. Est-ce que vous nous entendez? Ça va, et toi, ça... Alors, il y a d'autres micros d'ouverts. Ça va. Je suis en Je vais webinaire. désactiver. Non, on vous entend plus. Ouais. Il y a peut-être dans les paramètres de son. Oui. C'est bête. Lui Non, demander on qu'il peut- enlève ses écouteurs, peut-être. Parfois, ça facilite la chose. Ouais, peut-être enlever vos écouteurs, Jean-Marc. Je pense qu'il ne nous entend s'il pas, en nous fait. entend Il pas. faut lui écrire. Mais non. Il faudrait qu'il regarde. Pour- Arrêter le partage et puis proposer d'enlever les écouteurs dans le chat. Ce serait peut-être plus lisible. Mm. Ou alors écrivez une diapo sur une nouvelle diapo où il pourra lire. Peut-être. Je peux essayer. Si, ouais. Bon, sachant que je pense que c'est frustrant si on s'arrête là-dessus avec Jean-Marc, mais Bon, va on pourra peut-être, revenir sur des questions plus tard, ouais, peut-être. voilà. Ouais, il y avait une autre question un peu plus précise aussi d'Amélie Fischer dans le chat. Donc, on la note pour après. Oui, on Et va faire ça. peut-être Est-ce que vous manger un... m'entendez? Ah, oui, ça y c'est est, bon Jean-Marc. Ah, ça y est. Super. Excusez-moi. On a je sais été pas. coupé et Je vous sais nous pas ce qui s'est entendiez passé. plus. Oui. Et nous, on ne vous Euh, entendait plus non plus. Donc, je termine juste ma réponse. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire d'autres. On y est tous. On y est tous et nos organismes y sont impliqués. Et je pourrais vous dire, pour la diversification des cultures, en quoi la politique de sélection végétale de l'INRA a contribué au fait qu'on soit sur un tout petit nombre d'espèces. Et dans les enquêtes sur la diversification, un certain nombre d'instituts techniques ont été enquêtés et ont validé les éléments que j'ai mis en avant en les rendant anonymes chaque fois. Donc, ce n'est pas facile parce que ça renvoie à notre propre stratégie et à la stratégie de nos organismes. Bon, mais je pense que il faut le prendre aussi comme un moyen d'auto-réflexion, de réflexion sur comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on adapte sa stratégie en cohérence avec l'adaptation de la stratégie des autres acteurs dans le cadre du changement qui est en cours. On parle de transition agroécologique. Je ne sais pas si elle aura lieu comme on la rêve, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va changer, ça c'est sûr. Alors, il y a une autre question dans le chat. Avez-vous connaissance de travaux en cours ou de projets qui travailleraient sur la faisabilité de gérer des assolements et des rotations à l'échelle du territoire, et donc pas seulement à l'échelle de l'exploitation? Ouais, donc, quid de votre diapo sur l'organisation de paysages pour favoriser les auxiliaires, la gestion de la durabilité des résistances? Alors, tes travaux sur le changement d'échelle, le passage À l'échelle du territoire. à l'échelle du territoire et pour ce qui est de la partie interface agronomie-écologie à l'échelle du paysage, oui, il y a de plus en plus de travaux. Alors après, comme c'est un sujet qui était peu abordé il y a encore 10-15 ans, ce peu de travaux rencontre à la fois les difficultés méthodologiques, mise au point des manières d'approcher les choses,
Et puis, le fait qu'on ne peut pas tout étudier en même temps. Mais il y a des choses très, très intéressantes aujourd'hui, de plus en plus, sur des travaux à l'échelle des paysages. La coordination n'est pas toujours faite suffisamment, je pense, entre les études sur les acteurs du territoire et les études sur les bestioles du paysage. Je pense que là, on bute un peu sur les spécialités des uns et des autres. Il y a quelques travaux quand même là-dessus, qui prennent en compte l'organisation des acteurs au niveau du territoire comme un moyen de gérer les micro-organismes ou les organismes au niveau des paysages. Ok. Merci. Bon, on va passer à la deuxième présentation. Merci beaucoup, Jean-Marc. Peut-être que ça débloquera d'autres questions par la suite. Donc, il y a une remarque que c'est une approche très intéressante. La difficulté réside sûrement aussi sur les pas de temps nécessaires à la mise en œuvre de la démarche, c'est vrai, et la mise en place d'une dynamique avec l'ensemble des acteurs pour de la coordination. Ouais, Oui. il faut aussi raisonner temps. Je réponds à ça en un mot. Oui, complètement d'accord. Le temps de réalisation de la démarche n'est pas forcément considérable. Il y a des éléments qui sont donnés dans le guide, mais on est plutôt au niveau de 3 mois de temps plein. C'est pas... Par contre, le temps de coordination avec les acteurs et d'exploitation des résultats en faisant des réunions et en faisant discuter les résultats et les stratégies de chacun, là, ça peut être très long. Oui, le temps du changement, Oui. encore plus. Ok, très bien, merci beaucoup. On va passer à la présentation de Margot Leclerc. Oui, ça marche. Je vais essayer de partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Ah, t'es meilleur que moi, Margot. J'ai pas réussi. Est-ce que c'est bon? Vous voyez en Alors, on C'est voit bon, pas mais ton faut- plein ouais. écran. Ouais. Juste le passer en mode diaporama, je pense. J'ai l'impression que ça... Là, vous le voyez pas en diapo? Alors, attendez, Non il faut juste... plus. En fait, il faut que je change. J'ai eu le cas la dernière fois. Je vais refaire. Ouais, c'est un petit paramètre. Voilà, normalement... C'est bon. Ouais, Et moi, très il faut bien. que je retrouve aussi ma présentation. Ok, super. Vous m'entendez bien? Enfin voilà, n'hésitez pas à faire signe, j'ai pas trop accès, je vous vois pas, mais bon, voilà. Si je C'est vois très qu'il y a bien. pas de réaction, j'espère que ça ira. Donc, tout comme Jean-Marc, je vous remercie pour l'invitation à pouvoir parler aujourd'hui. Donc, initialement, c'était Clotilde Rouillon qui devait s'exprimer, mais elle a eu un empêchement. Donc, j'ai pris le relais sur un travail qu'on a conduit ensemble dans le cadre de mon post-doctorat, donc qui était l'élaboration d'un guide pratique autour de méthodes et d'outils pour accompagner la conception et la conduite de projets multi-acteurs pour la transition agroécologique dans les territoires. Donc, en effet, c'est vraiment une thématique qui, moi, m'a beaucoup intéressée. Donc, j'ai à la fois travaillé personnellement sur des questions d'animation de collectif autour de la question de la diversification dans ma thèse. Et ensuite, dans le cadre de mon post-doctorat sur le projet européen d'Hiver Impact, j'ai eu l'occasion de suivre en fait un panorama de plein d'initiatives autour de cette question de la diversification. Et donc, ça a permis en fait de conduire cette réflexion sur qu'est-ce qu'on pouvait apprendre de tout ça et comment on pouvait avancer pour pouvoir outiller un certain nombre d'acteurs qui s'engagent dans cette question de la transition agroécologique. Donc, en préambule, ça me semblait important de rappeler un certain nombre de points autour de pourquoi, en fait, quand on parle de transition agroécologique, et plus particulièrement quand on est dans la posture d'accompagner, de porter des projets qui visent cette transition agroécologique dans les territoires, ça pose un certain nombre de questions. Et c'est lié à un certain nombre d'éléments que Jean-Marc a déjà un petit peu présenté. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on s'engage dans ces projets-là, on est souvent face à une plus grande complexité. Donc, on doit adresser des objets plus complexes. On sort du paradigme un problème, une solution unique pour tous. Et on est plutôt sur une approche où l'idée, c'est de s'appuyer sur des processus naturels de régulation biologique
et de travailler des interactions. Et donc, on est sur des approches qui doivent être plus systémiques, des objets qui sont plus complexes. Et il y a aussi l'idée de se dire que voilà, chaque solution est propre à chacun, qui a une situation propre. Et donc, cette transition, elle n'est pas aussi que technique, elle est aussi multidimensionnelle, comme le disait Jean-Marc juste avant. Donc, ça crée en fait un contexte un peu différent à appréhender par rapport à ce dont on est habitué dans nos façons de travailler habituellement. Et une autre dimension qui est importante, c'est la dimension multi-acteurs. Le changement et la transition, elle ne repose pas que sur un acteur, comme on l'a vu juste avant avec les notions de verrouillage socio-technique. On a besoin d'innovation à tous les niveaux des systèmes alimentaires dès lors qu'on veut engager cette transition agroécologique. Et donc, on n'est plus sur une relation, on va dire, très unidirectionnelle et entre deux acteurs, mais on a bien un réseau d'acteurs très différents, avec des visions différentes et aussi des intérêts propres qui sont différents et qu'il faut arriver à faire travailler ensemble et à coordonner pour pouvoir engager cette transition. Et donc ça, c'est aussi une caractéristique qui pose beaucoup de questions dès lors qu'on s'engage vraiment dans ces projets sur le terrain. Et il y a aussi dans ces projets-là une réflexion à avoir ou une prise de conscience à avoir sur le fait qu'on change aussi de paradigme, où on n'est plus du tout dans un modèle très linéaire où la solution est produite et puis transférée et puis diffusée aux agriculteurs, mais on est bien dans un paradigme beaucoup plus interactif et participatif de ce processus d'innovation ou de recherche de solutions. Et donc, dans ce paradigme-là, on a des agriculteurs et plus généralement, en fait, des acteurs des filières qui deviennent concepteurs de leurs propres innovations, adaptées à leur propre situation. Et donc, on a un changement de posture pour les acteurs de la R&D qui deviennent plutôt accompagnateurs des processus d'innovation. Et donc, tous ces éléments ensemble amène en fait à constater que finalement, dès lors qu'il s'agit d'accompagner des projets de transition, on est face à un vrai défi. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'est plus vraiment. On a toujours un travail sur quelles sont les solutions techniques à apporter, mais il y a aussi tout un travail à avoir en tête qui est sur le fait que quand on accompagne des projets de transition, c'est aussi accompagner et emmener un ensemble d'acteurs à agir et à penser différemment de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, cet ensemble d'acteurs, arriver à accompagner cet ensemble d'acteurs, on peut avoir un grand nombre de questions qui se posent dès lors qu'on a conscience de ça et qu'on se dit, bon, il faut que je prenne en compte tous ces éléments très spécifiques de ces projets de transition. Et donc, on peut se questionner sur, oui, on parle de multi-acteurs, mais quels sont les acteurs finalement que je dois mettre autour de la table dans mon collectif? Comment je pérennise leur implication dans le temps? Comment aussi on arrive à prendre en compte cette diversité en fait des visions et des intérêts de chacun, comment on gère des avis contradictoires, comment on s'accorde quand même sur une direction commune entre la diversité de ces acteurs. Il y a aussi la question de comment on fait émerger des solutions innovantes, en fait, comment on se décale un petit peu par rapport à l'existant. Et puis, il y a aussi finalement, dès lors qu'on s'engage dans des activités, comment on s'assure quand même qu'on va dans la bonne direction, comment on sait qu'on est efficace, et si ce n'est pas le cas, comment on est en mesure d'être adapté, de pouvoir s'adapter, comment on pense les choses de manière adaptative pour gérer aussi toutes ces questions de complexité. Donc, c'est beaucoup de questions. Beaucoup de choses pour lesquelles on n'est pas forcément encore très à l'aise, liées aussi au verrouillage dont parlait Jean-Marc. On doit tous se décaler par rapport à notre posture un peu habituelle. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment... ça se fait pas, voilà, ça se fait pas tout seul. Et il y a vraiment besoin d'avoir une prise de conscience qu'on a besoin de méthodes et d'outils pour arriver à conduire ces projets et à les imaginer en fait dès le démarrage pour arriver à accompagner et à faciliter ces changements de posture et ces manières de raisonner et ces façons de produire des connaissances.
Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'il y a eu une réflexion très spécifique qui s'est faite dans le cadre du projet européen Divers Impact. Donc pour vous redonner quelques éléments de ce projet dans lequel j'ai pu être impliquée. Donc, le projet Divers Impact, c'est un projet qui a couru sur 4 ans, entre 2018 et 2022, et qui avait pour objectif de promouvoir et d'accompagner la diversification des cultures en Europe. Et une des spécificités de ce projet, c'est qu'il était centré autour de 25 cas d'études déjà existants. Et donc derrière cas d'études, c'était des projets multi-acteurs qui visaient la diversification dans les territoires. Donc parmi les 25 cas d'études, il y avait notamment les 2 cas dont Jean-Marc a parlé avant dans la thèse de Eva Révoiron. Et puis là, je vous ai mis aussi 2 autres exemples de projets qui ont eu lieu. Et donc, pour illustrer en fait cette diversité qu'il y avait dans ces 25 projets-là, à la fois en termes de type de système de production, avec des systèmes en agriculture biologique et d'autres qui ne l'étaient pas, des formes de diversification très différentes, avec parfois juste uniquement des allongements de rotation, mais des fois l'expérimentation d'associations d'espèces, des cultures du strip cropping, donc de la diversification en bandes. Et puis, il y avait aussi une diversité de motivation derrière chacune de ces initiatives. Donc, par exemple, ici, dans le cas de l'Allemagne, il y avait la diversification en vue de travailler la qualité de l'eau, alors qu'en Italie, l'idée, c'était vraiment d'aller diversifier des rotations très courtes dans des conditions très extrêmes et qui n'avaient pas forcément, qui ont exploré l'option du chanvre parce qu'il y avait un acteur qui était présent dans le territoire et donc le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir un débouché, ça a permis d'explorer des solutions de diversification. Donc voilà, une grande diversité dans ce panel et dans ce projet. Et donc, ce qui était assez intéressant, c'était la position centrale de ces cas d'études. En fait, dès le démarrage en fait, du projet, il y avait une volonté que ces cas d'études, ça soit à la fois des lieux privilégiés pour pouvoir collecter des données pour répondre à un certain nombre de questionnements scientifiques, d'évaluation des performances des systèmes, etc. Mais en contrepartie, l'idée, c'était aussi que ça soit des espaces privilégiés où on pouvait tester des connaissances produites. Donc, en connaissance, c'est un terme qui peut couvrir un certain nombre de choses, mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir aussi mettre à l'épreuve un certain nombre de choses qui étaient produites dans le cadre du projet. Donc, par exemple, des nouvelles techniques pratiques qui étaient expérimentées dans des stations expérimentales. D'ailleurs, je crois qu'il y avait le réseau CIPRE qui était impliqué à ce niveau-là. Il y avait aussi la possibilité d'expérimenter et de tester des nouveaux outils d'évaluation, multicritères. Il y a eu aussi des travaux autour de la façon de contractualiser des ventes à l'échelle de la filière. Et donc voilà, vraiment l'objectif de ce projet, c'était d'avoir un peu cette philosophie en disant voilà, les cas d'études sont centraux à la fois pour produire des données, mais aussi pour tester des nouvelles choses. Et une chose aussi assez spécifique à ce projet-là, c'était l'existence d'un work package, donc vraiment un axe de travail qui était spécifiquement dédié à l'accompagnement de ces cas d'études, avec l'idée que l'enjeu, c'était vraiment de les accompagner à effectuer ce que je vous ai présenté juste avant, ce changement de posture, et se dire comment on outille les porteurs de ces projets-là pour favoriser l'innovation et lever l'ensemble des freins à la diversification que Jean-Marc vous a très bien présenté juste avant. Donc, il y avait vraiment une ambition de travailler là-dessus. Et la méthode en fait, d'accompagnement qui a été déployée dans ce work package-là s'inspire d'une approche issue de travaux de recherche qui est la co-innovation. Et donc, la co-innovation, c'est vraiment une approche qui est donc le résultat d'un travail de recherche qui a été formalisé par un collectif de chercheurs depuis le début des années 2000, avec vraiment l'idée et l'ambition de pouvoir fournir un cadre commun pour la gouvernance et la gestion de ces projets de recherche axés sur le changement.
Et donc, un petit peu les principes fondateurs de cette approche de co-innovation, c'est vraiment qu'il y a 3 piliers. Et donc, on retrouve un petit peu les éléments dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure. Mais ce que dit cette approche-là, c'est qu'il y a vraiment un premier pôle autour de avoir conscience que les projets dans lesquels on s'engage, et les systèmes sur lesquels on travaille sont des systèmes adaptatifs complexes, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'éléments qui agissent d'une façon pas forcément prévisible et qui interagissent les uns avec les autres, et donc avec voilà, une mouvance constante et une complexité constante. Il y a aussi une dimension importante autour du fait que il y a besoin en fait de créer un cadre d'apprentissage social, donc c'est-à-dire prendre en compte comment ce travail en collectif multi-acteurs va modifier nos systèmes de valeurs et nos comportements, et comment cette modification individuelle va aussi finalement après remodifier nos normes collectives. Et enfin, la dernière dimension est plutôt autour de la mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation dynamique, qui se concentre aussi essentiellement sur la façon dont les résultats ont été produits, et en fait, quels sont ces résultats produits dans le cadre d'un projet et la manière dont ils ont été produits, tout ça en vue de créer et de stimuler des apprentissages. Donc, sur la base de ces fondements théoriques, il y a eu ce que j'ai appelé une opérationnalisation dans divers impacts. Donc, en fait, à partir de ces grands principes, il y a eu une grande réflexion qui a été faite sur comment on construit ce projet européen, et surtout comment on réfléchit à l'échelle de ce work package autour des cas d'études à pouvoir accompagner au mieux ces cas d'études. Et cette opérationnalisation, elle est passée au travers de 4 grands éléments. Donc, le premier élément, c'est la mise en place de binômes entre donc leader et moniteur pour la gouvernance de chaque cas d'étude. Donc, en fait, pour chacun des 25 cas d'études, il y a eu une exigence d'avoir 2 acteurs avec des rôles différents, avec donc plutôt ce qu'on a appelé les leaders, qui étaient finalement les décisionnaires et les moteurs de ces initiatives. Donc, dans le cas de la Pologne, je vous ai mis un exemple, c'était un agriculteur qui était propriétaire d'un atelier de transformation. Et l'idée, c'était aussi d'avoir en contrepartie un moniteur, donc plutôt une personne qui avait pour but d'accompagner cette activité réflexive. Et donc là, dans ce cas en Pologne, c'était du coup un chercheur de l'Institut national, pardon, il y a des petites fautes, des petites coquilles, l'Institut national de recherche agronomique de ce pays. Et donc, il y avait vraiment cette volonté d'avoir ce binôme pour à la fois avoir cette dynamique d'avancement, de mise en place d'activités, mais aussi cette activité réflexive. La deuxième composante, ça a été aussi l'organisation en fait des cas d'études en différents clusters, chacun animé par un animateur qui était appelé un cluster leader. Et donc l'idée, c'était ici aussi de favoriser des échanges et des expériences entre les cas d'études. Et autour de thématiques en fait communes. Donc, du coup, par exemple, il y avait un cluster plutôt sur les cas d'études qui travaillait la question des plantes de service. Il y a eu un cluster plutôt autour des cas d'études qui travaillait sur l'introduction des légumineuses. Il y a eu aussi des clusters plutôt en lien avec des conditions pédoclimatiques. Et donc, du coup, Clotilde et moi-même, on a eu ce rôle en fait d'animateur de cluster pour un certain nombre de cas d'études qui étaient situés plutôt en Europe de l'Ouest. Et donc, c'était vraiment dans le but d'accompagner cette réflexion constante et ce partage de connaissances. Une autre action qui a été aussi mise en place dans ce projet-là, ça a été la mise en place d'un fonds propre pour soutenir des actions innovantes. Donc, c'est ce qui était appelé des seed money. Donc, c'était quelque chose d'assez nouveau parce que donc, dès lors qu'on monte un projet, on budgétise un certain nombre d'actions. Et donc, il avait été proposé dans ce projet d'avoir en fait un certain nombre un fonds dédié pour chaque cas d'étude
pour pouvoir tester des choses qui étaient innovantes et du coup permettre par exemple des voyages d'études, une expérimentation très spécifique, des choses qui n'étaient pas finalement très classiques et qui auraient pu contribuer à lever un des freins autour de la diversification. Et enfin, le dernier élément et qui a conduit essentiellement à la production du guide dont je vais vous parler un petit peu après, c'est que dans ce fameux Work Package du projet, il y a vraiment eu une réflexion sur une façon de développer une gestion dynamique et sur l'ensemble du projet pour pouvoir accompagner en fait le développement de chaque cas d'étude et de leur développement d'une stratégie d'innovation. Donc l'idée, ça a été bien d'essayer d'accompagner individuellement chacun des 25 cas d'études et de les outiller, et donc de les outiller dans ces différentes phases sur comment ils pouvaient arriver à se décaler, comment ils pouvaient arriver à agir et à penser différemment, comme je vous le disais au démarrage. Et donc, il y a eu différentes phases qui ont été imaginées, avec au démarrage du projet plutôt des choses autour de comment on explore, comment on comprend la situation, comment on planifie des choses dans un deuxième temps, et finalement après, comment on met en place des activités et comment on les évalue de manière progressive, de façon à la fin du projet à pouvoir essayer d'avoir de plus en plus d'impact et une montée en échelle des choses qui étaient faites à l'échelle des cas d'études. Et donc, l'ensemble de cet accompagnement, il s'est décliné en pratique par la mise en place d'un certain nombre de réunions, d'ateliers, de moments d'échange entre les cas d'études. Et donc, là, notamment, au démarrage du projet, il y a ce que j'ai mis sur le schéma qui s'appelait les co-innovation workshops. C'était donc des ateliers qui visaient plutôt à la formation des porteurs de cas d'études sur un certain nombre de méthodes et d'outils. Et donc, à l'issue de ce projet-là, il y a vraiment eu une demande de la part des porteurs de projets de formaliser, parce que c'est les méthodes et les outils qui avaient été présentés pendant ces ateliers, parce que ces ateliers étaient faits sous forme assez dynamique, avec des présentations un petit peu des outils, puis des phases de mise en œuvre. Et donc, c'était assez riche, assez dense, mais il n'y avait pas de support, en fait, pour permettre de transmettre ces outils. Et donc, c'est ça qui a motivé l'écriture du guide. Donc, dans ce guide, et ce qui a été aussi essayé et puis expérimenté dans divers impacts, il y a 7 méthodes qui ont été présentées aux différents porteurs de cas d'études, et dont la plupart, en fait, ne sont pas inconnues, elles n'ont pas été inventées complètement de nouveau, mais elles ont plutôt été très inspirées plutôt des sciences de gestion de projet, en fait. Mais finalement, l'enjeu dans le projet Divers Impacts, c'était vraiment de se dire comment on peut utiliser ces outils de gestion de projet en ayant en tête l'approche de co-innovation et surtout les enjeux liés à la transition agroécologique. Et donc, il s'agit vraiment d'utiliser ces outils-là pour arriver à gérer cette complexité, à réfléchir. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il faut aussi réfléchir à la façon dont on articule tous ces outils-là dans le temps. Donc, j'ai essayé de dresser un peu un panorama donc, de ces 7 méthodes et un petit peu de les présenter dans un ordre, on va dire, un peu logique à partir d'un démarrage de projet. Et donc, la première série d'outils et de méthodes qui avaient été présentées, c'est des choses autour du coup, plutôt d'une phase de diagnostic avec 2 grandes catégories d'outils. Donc, plutôt une première série d'outils autour de comment on définit un cadre général. Et donc ça, c'était les concepts de vision et mission. Donc la vision et la mission, c'est plutôt des travails de formulation avec le collectif, avec la vision qui est plutôt autour de... On va essayer de décrire la situation future à laquelle on tend, en fait, collectivement. Et donc ici, je vous ai mis un exemple d'un cas d'étude en France autour qui visait en fait à rompre les systèmes de monoculture de maïs en Occitanie. Et donc, le travail autour de cette formulation de la vision a amené le collectif à formuler l'objectif d'améliorer la qualité de l'environnement, de réduire la dépendance des systèmes agricoles aux intrants et de fournir des paysages plus beaux et des
les aliments locaux en augmentant la biodiversité cultivée et naturelle. Donc en fait, la formulation de cette vision, elle s'est faite au travers d'une série de discussions collectives avec l'ensemble des acteurs pour arriver à être d'accord sur quel était cet objectif et cette situation future vers lequel l'ensemble des acteurs voulaient tendre. Et ensuite, il y a la formulation de la vision s'accompagne en fait souvent d'une étape où il est important de clarifier en fait quelles sont les actions, les activités, le public cible que le collectif veut toucher au travers de ces activités. Et donc, la formulation de la mission, elle permet cela. Donc ça, c'est des premiers outils qui est important d'avoir dans son bagage, et c'est important de prendre du temps pour formuler ces deux aspects-là dès lors qu'on s'engage dans ce projet-là. Et dans le cadre, toujours dans les outils autour de cette première phase plutôt de diagnostic, on a d'autres catégories de méthodes et d'outils qui existent, qui sont plutôt autour avec des objectifs d'analyser le contexte, de compréhension du contexte. Et donc, pour cela, on a décrit deux outils, donc l'arbre des causes et la cartographie des acteurs. Et donc ici, je vous ai mis un exemple de la cartographie des acteurs. Donc toujours pour ce même cas d'étude autour de la monoculture de maïs en Occitanie. Donc la cartographie des acteurs, c'est un outil qui permet en fait de positionner l'ensemble des acteurs qui peuvent avoir un impact sur le problème traité selon deux axes. Alors l'intérêt que les acteurs ont pour le sujet et l'influence qu'ils peuvent avoir. Et en fait, en ayant ces deux axes et en positionnant les acteurs sur ces deux axes, ça permet en fait de savoir quelle est la stratégie qu'on doit adopter et le type d'activité que l'on peut essayer ou envisager de mettre en place avec un certain nombre d'acteurs. Donc pour des acteurs qui vont par exemple être très concernés et très influents, c'est très important de les engager, c'est-à-dire qu'ils viennent travailler, qu'ils soient impliqués fortement dans les activités du projet. Et à l'inverse, par exemple, des acteurs qui sont finalement pas très concernés et qui n'ont pas trop d'influence, c'est bien de savoir qu'ils existent dans le panorama, mais finalement, dans notre relation et dans la façon dont on veut les impliquer dans notre projet, on va plutôt avoir une activité informative. Donc, c'est en lien avec toutes ces questions que je soulevais au début de la présentation sur comment identifier les acteurs, comment on les positionne, quel rôle on leur donne, ce type d'outil peut être quand même très intéressant pour en tout cas se poser et se forcer à aller chercher et à dresser ce panorama exhaustif des acteurs en lien avec notre thématique et notre problématique. Ensuite, la deuxième catégorie d'outils, donc un seul qui est présenté dans notre guide, est plutôt lié à la question de la planification. Et donc, l'idée, c'est de se dire que c'est important, une fois que l'ensemble du panorama initial est dressé et que l'objectif et la direction générale est bien établie, d'essayer d'identifier quels sont un certain nombre d'actions à conduire. Mais au-delà de juste identifier les actions, c'est assez important, l'approche de co-innovation met en avant que c'est assez important, en tout cas, d'être très au clair sur les ressources, les personnes, le timing. Donc ça, c'est assez classique en termes de gestion de projet. Mais ce qu'apporte aussi cet outil de plan d'action, c'est aussi de réfléchir sur qu'est-ce qu'on attend réellement de chacune de nos actions. Et donc là, ça va donner aussi des billes pour se dire comment après j'évalue mes activités. Et donc, c'est assez important dès la phase de planification de se dire qu'est-ce qui fera pour moi que cette action-là, elle va être satisfaisante. Elle peut être, ces critères-là peuvent être d'ordre agronomique, de performance, mais il y a aussi d'autres dimensions sur un nombre de participants ou des personnes qui ont été impliquées dans la démarche, etc. Et donc, cette dernière colonne dans le plan d'action, elle fait écho à la dernière phase et au dernier type d'outils qui nous semblaient importants et qui ont été partie prenante en fait de ce projet-là. C'est les outils qui aident aussi à évaluer le progrès et le processus. Donc ici, on n'est pas du tout dans une évaluation des performances des systèmes de culture. C'est pas de cet objet-là dont on parle, même si ils sont sûrement nécessaires dans le cadre des projets de transition.
réflexion. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faut vraiment avoir conscience que c'est très important de dédier du temps à ces activités de réflexion et de bilan d'avancement et de se donner les capacités à réfléchir sur comment notre projet il avance et est-ce qu'on est satisfait de son avancement. Et parmi les différents outils qu'on développe dans ce guide, je vous ai mis ici l'exemple de la Learning History. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur cet outil-là parce que c'est vraiment, je pense, des choses sur lesquelles on est très peu formé et qui ont vraiment une valeur ajoutée. Donc, la Learning History, c'est vraiment un outil qui vise à outiller en fait cette activité de réflexion dans les projets multi-acteurs. Et donc, c'est une démarche vraiment qui vise à produire un document formalisé. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un document écrit qui met au point toute cette activité de réflexion, qui met à plat. Et ce document, il vise à capitaliser les enseignements d'un projet en mettant l'accent sur les apprentissages des personnes impliquées. Donc, l'idée, c'est bien que chacun puisse en fait mettre à plat tout ce qu'il a pu apprendre au travers des actions qui ont été réalisées dans le projet. Et donc, la Learning History, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est le résultat d'un processus participatif. Donc, l'enjeu et l'idée, c'est de bien, à un moment donné du projet, donc ça peut être à mi-projet ou avant voilà, un certain nombre de jalons, de mettre le collectif autour de la table et travailler et de réfléchir quels sont en fait nos apprentissages, comment nous avons vécu toutes les différentes actions qui ont été mises en place. Et donc souvent, ça passe par d'abord la mise à plat de la chronologie des événements. Donc, qu'est-ce qui a été important pour nous ces 2 dernières années, par exemple? Et du coup, qu'est-ce qu'on en a appris et comment on a ajusté et comment on peut rebondir par rapport à tout ce qui a été fait. Donc, cet outil-là, ce qui est intéressant, c'est aussi que moi, je vous présente un format, mais il faut avoir en tête que c'est un format qui peut être très adaptable en fonction de vos besoins. Donc, cette diapositive, c'était pour vous montrer comment nous, dans le cadre du projet Divers Impact, on l'a fait évoluer. On en a fait 2, une à mi-parcours où c'était assez basique, assez similaire à ce que je vous ai présenté jusqu'avant. Et à la fin du projet, on a voulu ajouter un certain nombre de nouvelles dimensions, notamment par exemple sur l'impact du Covid, la satisfaction des participants, etc. Et donc, on a pu intégrer toutes ces dimensions-là dans un nouveau format de Learning History. Donc, c'est vraiment un format qui accompagne une réflexion et qu'on peut adapter aux besoins. Et c'est vraiment un document qui aide en fait à formaliser aussi. C'est des choses qu'on ne fait pas souvent. On apprend toujours autre chose que juste des connaissances agronomiques ou technologiques lors de la conduite d'un projet. Et donc, ce type de document, il permet de formaliser ça. Et donc, il y a vraiment beaucoup de participants du projet Divers Impact qui ont apprécié en fait l'usage de cet outil et qui l'ont remobilisé en disant que c'est vraiment des moments très utiles de faire ces points de réflexion et de revenir en arrière et de capitaliser vraiment sur ces apprentissages. Donc, pour conclure, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais les messages clés de cette présentation, c'est vraiment de se dire qu'il faut avoir conscience que quand on accompagne les transitions dans les territoires, c'est vraiment un défi aujourd'hui. Ça nécessite vraiment de se décaler, de changer nos façons de travailler, que ce soit nous ou les acteurs avec qui on peut travailler. Et donc, aujourd'hui, on est de plus en plus outillés pour arriver à faire cette nouvelle changement de posture. Et donc, c'est en lien avec ça qu'on a produit le guide. Donc, comme Jean-Marc, hein, j'ai mis le lien de téléchargement si ça vous intéresse d'aller creuser. Donc, dans ce guide, on décrit tous les outils que je vous ai un petit peu présentés rapidement sur qu'est-ce qu'ils sont, comment on les met en place et quelles sont leur utilité dans le cadre de ce type de projet. Et l'idée aussi, c'est d'accompagner ce guide via une session de formation. Donc, il y en a une qui devrait être à venir au mois de mars. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour l'inscription. Où l'idée, c'est vraiment aussi d'accompagner à la prise en main de ces outils qui peuvent être un petit peu complexes.
Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Je vais arrêter la présentation pour pouvoir voir. Merci Margot, c'était parfait. Alors, Caroline, tu as vu des questions Oui, ouais. Merci beaucoup, Margot. Alors, il y a une question donc pour Amélie, non, pour Margot, pardon. Je comprends bien l'intérêt de la cartographie des acteurs et de l'arbre des causes, mais concrètement, comment faites-vous pour estimer l'intérêt et l'influence de chaque acteur? Qui fait cette évaluation? Oui, alors en fait, la difficulté, c'est de justement dédier du temps à faire ça. Donc, l'enjeu, c'est que le porteur de projet puisse en fait aller conduire un certain nombre d'entretiens avec ces acteurs pour les sonder par rapport à la thématique. Alors, c'est difficile de dire comment faire exactement, mais l'enjeu, c'est de savoir quel est le problème qui sera traité et d'aller en fait questionner les acteurs. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail très spécifique. Comment on fait? C'est vraiment, il faut aller interroger les acteurs sur leur positionnement vis-à-vis de la question qui est à traiter et ça permet de positionner ces acteurs-là. Et donc après, c'est aussi un processus sûrement collectif parce qu'on n'est jamais, voilà, il y a souvent un comité de pilotage dans le projet. Donc voilà. Et pour l'arbre des causes, donc ça c'est vraiment pour la cartographie des acteurs. Alors, justement, pour rester sur les acteurs, parce que ça fait le lien avec la réponse, c'est aussi comment gérer la légitimité à solliciter certains acteurs qui ne sont pas forcément dans notre champ d'action. Oui, alors c'est tout l'intérêt aussi, typiquement des deux premiers outils dont j'ai parlé, qui sont la vision et la mission. Il y a, en fait, il faut imaginer tous les outils que je vous ai présentés un peu de manière dynamique. Dans la vie d'un projet, on a souvent un petit groupe de personnes qui se disent, bah, ça serait intéressant de travailler sur cette question. Et donc, il faut se donner les moyens, dès ce moment-là, de formaliser cette vision et cette mission. Peut-être commencer à élaborer l'arbre des causes pour identifier qu'est-ce qui nous pose souci, quelle est la cause de ce qui est problématique selon notre point de vue, voilà sur quoi on voulait travailler. Et en fait, tous ces outils-là peuvent être une première base de dialogue pour aller voir ces autres acteurs. Et on peut imaginer après un processus un peu itératif où finalement, une fois qu'on a des nouveaux acteurs, il faut bien être conscient de retravailler. Donc pour moi, en fait, en faisant ces premières étapes de bien clarifier quelle est la situation problématique, c'est aussi une clé pour aller solliciter ces acteurs-là et les positionner dans ce champ d'acteurs. Enfin, dans ce champ biaxial là, de l'arbre des causes. Et effectivement, en fait, la légitimité, enfin, pour moi, l'arbre des causes, elle aide aussi en fait à positionner quel acteur joue sur quel facteur. J'aurais peut-être dû présenter un peu plus en détail l'arbre des causes, mais dans l'arbre des causes, l'idée, c'est aussi de se dire, voilà, cette situation, elle est problématique, pourquoi et quelles sont les conséquences, et finalement aussi y associer les acteurs. Et donc, en fait, ça peut être une façon de dire on est légitime à poser cette question parce qu'on adresse, nous, on a ce champ de compétences, mais on voit bien que si on veut vraiment traiter cette question, on a besoin d'autres acteurs, quoi. Donc, c'est vraiment des outils de dialogue, tout ce que je vous ai présenté. Merci. Il y a également une autre question sur le repérage des cas d'études dans chaque pays, comment ils ont été repérés, qui a amené chacun des cas, et est-ce que les moniteurs ont toujours été des chercheurs et les leaders des praticiens? Oui, alors pour le repérage des cas, j'avoue que moi, j'étais pas présente au début du projet, donc j'ai pas forcément tous les éléments en tête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le choix était d'avoir des dynamiques existantes, dans le sens où en fait, on voulait pas des cas d'études créés pour le projet. C'était parce que souvent, ça peut créer des fois un peu, on crée des projets pour avoir les fonds, etc. Là, c'était vraiment en fait des dynamiques existantes. Et sur les binômes, alors
oui, en pratique, il y a quand même beaucoup sur les moniteurs. On a identifié que dans les 25 cas, c'était souvent beaucoup des acteurs plutôt de la recherche. Parce que, en fait, dans le cahier des charges, entre guillemets, idéalement, le moniteur, c'est aussi des personnes qui ont un peu un bagage en sciences sociales, parce qu'en fait, il faut avoir vraiment un positionnement réflexif et être capable d'aller interroger les gens sur qu'est-ce qu'on a fait. Et donc, par rapport à cette question de légitimité, en fait, souvent, le moniteur, c'est un acteur qui n'a pas finalement d'intérêt direct sur la question qui est traitée. Son enjeu à lui, c'est vraiment de questionner, d'avoir une position réflexive et un petit peu naïve sur le projet. Donc, voilà. Donc, en pratique, oui, on a eu pas mal des binômes institut technique, chercheurs, agriculteurs, chercheurs dans ces binômes. Ok. Et peut-être une dernière question sur la learning history. Comment faire pour que chacun donne son apprentissage, mais qu'il ne soit pas que des connaissances? Oui, alors c'est pas évident. Donc, une piste, c'est en fait quand même de repartir des activités, donc des choses concrètes qui se sont passées, et en fait, de questionner sur différentes thématiques en fait, d'apprentissage. En fait, il faut peut-être un peu forcer la chose en disant quels sont les acquis techniques, mais finalement, qu'est-ce que ça nous a appris sur des thématiques en termes de gestion de projet, ou par exemple poser des questions sur quelles sont les difficultés qu'on a pu rencontrer à ces étapes. Donc, c'est aussi à ce niveau-là intéressant, souvent par exemple, voilà, d'avoir une personne qui peut animer. Enfin, voilà, il y a des questions clés à connaître. Donc, on a mis un petit peu des astuces dans le guide sur comment on pose ces questions et les différentes rubriques engagent en fait les acteurs à aller au-delà de cette réflexion uniquement connaissance technique. Et du coup, c'est un point de vigilance à avoir. Et voilà, en tant que porteur de projet, c'est aussi Alors, tu as ton micro coupé, Caroline. Je pense que tu poses. Ouais, merci. On va prendre une dernière question. Est-ce que la méthodologie pourrait s'appliquer sur un sujet un peu prospectif, comme celui des pratiques d'adaptation et d'atténuation au changement climatique? Oui, alors ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire un projet prospectif? En tout cas, dans le cas de divers impacts, il y avait des ambitions affichées de certains cas d'études qui voulaient commencer à réfléchir à la diversification pour gérer ces questions-là. Mais ouais, je ne suis pas bien sûre d'avoir bien en tête ce que c'est un projet prospectif, mais a priori, oui. C'était aussi peut-être ma conclusion, en tout cas, de se dire que les éléments qu'on apporte dans ce guide-là, pour moi, c'est une façon de donner à voir qu'il y a plein de choses. Et une fois qu'on connaît bien les fonctions de chaque outil, on peut les adapter en fait à plein de projets dès lors qu'il s'agit dès lors que les caractéristiques que j'ai un peu enfin, présentées au début s'appliquent. Donc, je pense que oui, il y a des choses à réfléchir qui pourraient être remobilisées pour ces types d'approches. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. On est déjà quasiment à la fin du temps. On va peut-être déborder de 5-10 minutes. On n'aura pas le temps de débattre là maintenant, mais cela étant, il y avait quand même aussi une remarque très intéressante suite à l'intervention de Jean-Marc et qui s'inscrit aussi complètement pour ton intervention, Margot. C'est la question quid du cloisonnement de nos structures pour faciliter toutes ces coordinations. Voilà, parce qu'effectivement, on parle voilà, de faire travailler tous ces collectifs ensemble. Et c'est vrai que nous, déjà, à l'échelle de nos instituts, on se rend compte qu'on n'a pas forcément les mêmes modes de fonctionnement et que c'est pas toujours. On se connaît pas forcément bien et tout ça. Donc voilà, il y a déjà certains cloisonnements peut-être à dépasser. Euh, alors, on n'aura pas le temps de débattre sur cette question là aujourd'hui, mais on pourra voir avec le groupe de travail comment éventuellement travailler ce point plus tard.
En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes et très riches. On pourrait y passer l'après-midi à échanger dessus. Donc, notre prochain webinaire Culture Synergie se tiendra le 17 novembre. Ouais, je voulais juste reprojeter, mais Je peux le faire si tu veux. ça ici, ouais, je pense que vous le voyez. Je ne sais pas si ça marche. Oui, c'est bon. Ah, merci. Donc, ce sera pile dans un mois le prochain, toujours sur cette thématique un petit peu d'innover à l'échelle du territoire avec ces démarches de multi-acteurs. Donc, on aura 2 interventions, l'intervention de Véronique Lucas de l'INRAE, donc, qui nous présentera comment travailler avec un collectif d'agriculteurs. Et puis, il y aura un exemple concret aussi de projets de filières territorialisées au travers donc, du programme Reine Mathilde et donc de la présentation des clés de réussite d'un tel programme. Voilà, multi-acteurs en local. Vous recevrez l'information par mail, comme ça a été le cas pour ces 2 webinaires. Et je vois qu'il y a une remarque intéressante dans le chat. 2 présentations fort intéressantes qui apportent des billes à nos travaux en cours. On remplit notre objectif, du coup, avec ces webinaires. C'est vraiment pour faire monter en compétence les instituts techniques sur ces questions, sur l'innovation à l'échelle du territoire. Et si vous en êtes, si vous trouvez que ça vous aide, on remplit notre objectif. Donc, merci en tout cas à tous d'avoir participé et merci aux intervenants. Merci à vous. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.